Bonjour à tous, de retour au Festival Saint-Maur-en-Poche, où il y a de plus en plus de monde, bien sûr, pour cette rencontre organisée par le magazine Transfuge. Émilie Frèche, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir en poche, qui s'appelle 24 jours, et qui est un livre assez terrible que vous avez écrit avec Ruth Halimi, la mère d'Ilan Halimi, autour de cette affaire Halimi, justement vue du point de vue de la mère. Donc merci d'être là. Et à côté de vous, François-Guillaume Laurin, L'année des volcans, qui est un livre qui retrace la passion d'Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, qui a donné de très beaux films et qui a été la grande histoire d'amour hollywoodienne des années 50. Alors, vous êtes là tous les deux aussi parce que vous êtes les lauréats du prix Transfuge. Donc, merci encore une fois d'être là. Émilie Frèche, je vais commencer par vous. Vous avez écrit plusieurs fois sur l'affaire Halimi. Une première fois, un texte qui est aussi dans ce poche qui s'appelle La mort d'un pote. Et puis ensuite, ce livre avec Ruth Halimi. Pourquoi avez-vous eu besoin comme ça de revenir plusieurs fois sur cette affaire ? Alors, le premier texte s'appelle La mort d'un pote, que j'ai écrit 3 mois après la mort d'Ilan, et qui traduit exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte. C'est le choc que j'ai eu en voyant la photo du gang des barbares. Pour moi, c'était exactement le double inversé de la génération SOS, la génération à laquelle j'appartiens. Et depuis des années déjà, on commençait à parler, depuis le début des années 2000, de la montée du communautarisme. Et j'avais l'impression que, voilà, tout d'un coup, elle s'exprimait dans sa manière la plus radicale, et que quelque chose avait changé. De la même manière que, je le dis toujours, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que de la même manière que l'affaire Dreyfus annonçait l'antisémitisme d'État de Vichy, Ilan Halimi annonce cet antisémitisme d'en bas, si je puis dire, cette violence-là, et qui a fait toutes les morts qui ont suivi jusqu'à ceux de l'hypercacher et évidemment contre Charlie. Donc en fait, La mort d'un pote, c'est plus un texte sur ce que cette affaire nous disait de la France. Et j'ai pas eu besoin de revenir en fait sur cette affaire. J'ai rencontré Ruth Halimi grâce à La mort d'un pote, et c'est elle qui m'a demandé d'écrire avec elle 24 jours, qui est pour le coup pas du tout une analyse, mais vraiment un témoignage en fait. Et je me suis mis dans la peau de cette maman. Et ensuite, nous avons vendu les droits pour le cinéma, et j'ai co-signé le scénario, ce qui était encore un autre travail. Il y a quelque chose qui est frappant dans les deux textes, 24 jours et La mort d'un pote, c'est comme les personnages peinent à y croire. Alors la mort d'un pote, le personnage, c'est vous, mais je veux dire, dans 24 jours, la mère, l'entourage d'Ilan Halimi, personne n'ose croire que c'est un crime antisémite. Et puis très vite, il faut affronter l'évidence. Est-ce que ça vous a frappé aussi dans l'affaire ? Mais parce que Ilan Halimi est le premier juif qui meurt en France parce que juif depuis 1945. Et même pour la police, c'est ce qui les a perdus, si je puis dire, dans leur enquête. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que dans la France des années 2000, en 2006, un individu puisse être enlevé, séquestré, torturé en raison de son appartenance religieuse. Donc ils sont partis sur l'idée qu'ils avaient affaire à un énorme réseau dont la tête pensante était en Côte d'Ivoire et les petites mains en banlieue parisienne. Ils ne pouvaient pas s'imaginer une seconde, puisque la victime était quelqu'un de très modeste. Je veux dire, Ilan Halimi gagnait 1 200 € par mois. Sa mère était secrétaire dans une instance communautaire. Donc ils ne pouvaient pas s'imaginer une seconde que c'était en raison de son appartenance religieuse. Oui, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de non, c'est pas possible. Enfin, ça ne peut pas revenir aussi vite. C'était comme si le temps de la mémoire était celui de la vie, et qu'au moment où les derniers rescapés étaient en train de mourir, tout d'un coup l'histoire se répétait. Il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas voir, bien sûr. François-Guillaume Laurin, pour aussi parler des origines de votre livre, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous est venue l'idée d'écrire sur Bergman et Rossellini, et plus particulièrement d'écrire sur le tournage du film qui les a réunis ?
l'idée forte, moi, ce qui m'avait frappé, c'était le courage de Ingrid Bergman, qui est la grande star de Hollywood. Elle vient de faire Jeanne d'Arc. Elle est une sainte aussi pour tout le cinéma américain et le public américain. Et qui décide, alors qu'elle est au zénith, elle est à l'apogée, de jeter tout ça en fait aux orties et d'aller voir ailleurs. Et dire non, c'est pas la vie qui me satisfait, c'est pas le cinéma que je veux. Et qui en 1948 décide, alors qu'elle est la plus grande star, d'écrire elle-même, ce qui ne se fait pas du tout, un homme dont elle a vu juste deux films dans un cinéma à New York. Et je me suis dit, quel culot, quelle audace. Surtout, il faut se remettre dans le contexte. Quand elle va en Italie, elle ne sait pas qui elle va voir. Elle ne sait pas du tout. Aujourd'hui, on sait tout sur tout dans notre monde mondialisé. Mais elle ne sait pas où elle va mettre les pieds. C'est un saut dans l'inconnu. Je me suis dit, tiens, là, il y a une force de caractère. Et puis, en face, il y a une autre force de caractère qui est Rossellini, propulsé avec un ou deux films, Rome ville ouverte, Allemagne année zéro, comme le nouveau génie de l'après-guerre, qui fait à la fois un cinéma néo-réaliste, c'est-à-dire qui parle du monde tel qu'il est, c'est complètement en ruine de l'après-guerre, et qui se demande comment est-ce qu'on va reconstruire ce monde, et qui est en même temps un personnage, un peu un prince de la Renaissance, extrêmement cultivé, extrêmement malin, aimant énormément la vie, aimant les combines, très italien pour cela, et qui va résister parce qu'il va rencontrer cette femme qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Bergman et Rossellini, c'est la carpe et le lapin, c'est deux mondes qui ne doivent pas se rencontrer. Elle lui écrit et il va se retrouver emporté, embringué dans une histoire qu'il n'avait pas du tout prévue, mais il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup l'imprévu. C'est un homme qui accueille la vie, qui accueille le miracle de la vie. Et le cinéma, pour lui, il doit être ouvert à la vie. Il voit arriver la plus grande star, mais en plus, ça lui apporte beaucoup d'ennuis, puisque adultère, et entre eux, et donc scandale planétaire. Ils vont se retrouver, en fait, c'est les premiers people, mais qui ne savent pas qu'ils sont encore les people, ce scandale. Et cette force de caractère de Rossellini, c'est on est embarqué dans une aventure qui se passe mal, sur une île où il n'y a rien. Stromboli, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que des thons et des mouches. Il est avec la plus grande star et il dit qu'il faut faire un très grand film. Il faut résister surtout à Hollywood qui est en train de vouloir notre mort parce que ça va très loin dans la menace, ça va très loin dans la pression, ça va très loin. Et c'est ces deux rencontres, c'est une idylle, c'est un amour qui naît dans les pires conditions en fait. Et avec à l'arrivée un film sublime dans des conditions aussi terribles, dantesques, un volcan qui n'arrête pas d'être en éruption, qui va tuer des membres de l'équipe aussi. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle tombe enceinte pendant le tournage. Donc il y a, voilà, c'était cette rencontre avec ce troisième terme qui n'était pas prévu, mais la vie ne prévoit rien. Et plus on est de fous, plus on s'amuse. Cette femme abandonnée, la maîtresse de Rossellini, Magnani, qui répond, qui riposte, et qui va faire un film en même temps, au même moment. Donc il y a des guerres un peu partout, en fait, dans cette histoire. Et évidemment, en tant que romancier, on a envie de raconter ça, de faire des scènes, et on a envie aussi de comprendre comment ces gens-là ont vécu ce tsunami, cette catastrophe, et donc d'être au plus près, et aussi avec des personnages, par exemple Rossellini, moi qui est un personnage vraiment aussi que j'ai presque découvert, je connaissais son cinéma mais je ne connaissais pas le personnage, qui n'est jamais là où il dit être. Et donc il n'y a que le roman qui peut vous emmener vers faire penser, faire comprendre ce qu'il pense par rapport à ce qu'il dit. Il est toujours dans la duplicité. Et de même que Magnani est toujours dans la douleur, donc le roman, il faut rendre compte de ça. C'était vraiment une histoire de roman, moi, qui me... Et voilà, il y avait trois formidables personnages qui vivent une histoire incroyable qui se passe très très mal, puisque je disais tout à l'heure, 7 ans d'interdiction de séjour aux États-Unis pour Bergman, qui est brûlé comme Jeanne d'Arc, un peu en place publique, une enquête sénatoriale, parce qu'il y a un contexte politique aussi qui... Rossellini est vu comme un communiste par les Américains, Bergman, les Américains se disent, finalement cette femme, cette star qu'on a accueillie, c'est une Suédoise,
Donc elle n'est pas américaine, donc c'est une étrangère. Donc brûlons les étrangères. Émilie Frêche, est-ce que vous avez l'impression, puisque vous avez participé, vous avez écrit d'ailleurs le scénario de l'adaptation de 24 jours, qui était le film d'Alexandre Arcadi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on peut écrire et qu'on ne peut pas filmer? Ah oui, oui, bien sûr, et c'est une question très pertinente notamment sur cette adaptation-là, parce que on s'est beaucoup posé la question de ce qu'il fallait montrer ou pas dans l'affaire Ilan Halimi, et notamment les scènes de torture, les scènes de séquestration. Alexandre a fait le choix de ne pas les montrer du tout. Il y a très peu de scènes où on voit Ilan, et je crois qu'il avait raison. Je crois que toute la violence est ressentie par la tension dramatique qui suffit amplement. On est du point de vue de la mère, et je crois que ce que la mère imagine, ce que la mère vit dans l'attente, dans les 696 coups de fil que cette famille a reçus pendant 24 jours de la part de Fofana, suffisait. Et c'est un film qui est quand même très dur, et beaucoup de gens ont eu peur d'aller le voir. Donc déjà, même s'il n'y avait aucune scène de violence. Donc oui, je pense que c'était pas du tout nécessaire de les montrer. Mais dans le livre, vous ne reculez pas. Dans le livre, vous ne reculez pas. Vous racontez ce qui se passe et ce qui lui est infligé. C'est la grande différence entre les mots et l'image, oui. Et pour moi, c'était important de dire les choses, parce que c'était comme tout ce qui n'est pas dit n'existe pas, n'existe plus, et sombre dans l'oubli. Et c'était le désir de Ruth Halimi de dire la vérité. Et surtout, la réception de cette affaire dans la société française a été tellement douloureuse pour cette maman. Elle a dit quelques jours après la mort de son fils, quand Jean-Claude Marin, qui était procureur de la République, avait déclaré qu'il n'y avait aucun antisémitisme dans cette affaire, et qu'elle a décidé elle-même d'aller chez RTL au micro de Fogiel pour aller dire que son fils était mort parce que juif. Elle a dit que de ne pas le dire, c'était de le tuer une deuxième fois. Et peut-être sans le savoir, elle paraphrasait Camus, qui dit « mal nommer les choses, c'est ajouter à la douleur du monde ». Donc oui, c'était important par les mots de dire pour pas oublier. François-Guillaume Laurin, vous êtes écrivain et critique de cinéma aussi, donc vous connaissez très bien le cinéma. Est-ce que quand vous concevez un roman, vous le pensez un peu aussi comme une mise en scène ? Cette histoire-là, il y avait des scènes formidables. Enfin, je vais donner un exemple, c'était quand Bergman est à Hollywood et que Rossellini est venu à Hollywood parce que ce film doit être produit par les grands pontes, les grands studios. Et il y a Samuel Goldwyn, le Goldwyn du G de MGM, qui est intéressé. Mais il demande à voir les films de Rossellini. Et donc on lui montre, il y a une petite projection privée, on est avec Cary Grant, Frank Capra, enfin on est entre soi, le petit Hollywood, et on montre Un Magnane Zéro de Rossellini, qui est le film le plus désespéré, le plus tragique qu'on puisse imaginer. Et il y a, avant la projection, Rossellini, c'est la guest star, c'est vraiment le nouveau génie, on lui serre la main, on est enthousiaste, et puis arrive le film. La température baisse, évidemment. Et après le film, l'accueil est plus du tout le même. On lui adresse plus la parole. C'est un pestiféré. Et qu'est-ce que Bergman, qui est là avec son mari, il n'y s'est rien passé encore avec Rossellini, qu'est-ce que Bergman fait devant tout le monde, tout le gratin d'Hollywood? Elle dit très fort à son mari, « Donne-moi les clés, Roberto me ramène ». Et c'est une manière, voilà, c'est ce genre de scène où elle tranche, elle décide, elle dit « Vous n'avez rien compris à cet homme, moi je l'ai choisi, on se quitte, je vous dis adieu », mais elle le fait devant tout le monde, elle se suicide en fait, c'est presque un suicide professionnel. Voilà, il y avait des scènes comme ça qui faisaient que c'était presque donné l'orchestration en fait. Après, la seule difficulté c'était d'aller de Hollywood, parce qu'il y a des négociations à Rome, à Paris,
et à Londres. La première rencontre, quand Rossellini, qui n'a plus de nouvelles de Bergman à un moment, il est énervé, il est nerveux, et qu'est-ce qu'il va faire? Il débouche sans prévenir sur le tournage de Hitchcock où Bergman est. Bon, bah là, on a envie de savoir. On sait dans la biographie, il y a 3 lignes, on a envie de faire un chapitre là-dessus. Oui, une scène très forte. Eh bien, merci à tous les deux. Émilie Frêche, je crois que vous écrivez d'ailleurs pour le cinéma, donc on va vous retrouver au cinéma et en littérature à la rentrée. Mais on en parlera avec plaisir une prochaine fois. Merci à vous deux.